morning, everyone. On behalf of Ensemble pour protéger nos enfants, thank you for being here today. Your presence shows a shared care for what matters most, our children, our grandchildren. We believe that schools in Canada should be safe and respectful space where children can learn and grow without pressure or confusion, and where parents remain respected partners in their education. Thank you to our speakers, volunteers, and to every parent and supporter who choose to stand up for children today. Together, we are shaping a safe future for them. Thank you very much. Alors, qu'est-ce que j'appelle le mensonge du genre? Isabelle, notre animatrice, a déjà parlé d'idéologie du genre. Alors, ça a plusieurs noms. Théorie du genre, idéologie du genre. Moi, j'ai tendance à privilégier l'appellation idéologie queer. On parle d'un système de croyances qui implique notamment une conception de l'être humain, une conception de la société, une conception de la morale et de l'équilibre entre les droits humains. Mais ce qui est central, c'est que c'est un système de croyances selon lequel être un homme ou une femme n'est pas une question de sexe, mais une question de genre. Et donc, on devrait avoir le genre une référence commune pour identifier les individus, pour les catégoriser dans un contexte où on sépare les hommes et les femmes. Alors, pourquoi est-ce que ce système de croyances pose problème? D'abord, j'aimerais vous présenter 3 personnalités publiques internationalement connues. Voici Matt Walsh. Matt Walsh, c'est un militant états-unien, un commentateur politique qu'on peut qualifier de catholique et d'antiféministe. Voici Richard Dawkins, un biologiste britannique qui est connu comme un militant pour l'athéisme. Il milite contre la religion et il est connu pour sa position à l'effet que la seule position rationnelle par rapport aux croyances religieuses, c'est de les rejeter et d'opter pour l'athéisme. Et voici Julie Bindel, une féministe radicale anglaise. Qu'est-ce que ces 3 personnes qui sont a priori opposées, enfin, Matt Walsh est très certainement opposé à Richard Dawkins et à Julie Bindel, mais ils ont quand même un point commun tous les 3. Tous les 3 ont conscience que les mots homme et femme, ou leurs équivalents anglais man et woman, ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe. Et tous les 3 réalisent qu'il y a de très bonnes raisons pour qu'on ait des mots qui servent à distinguer les humains selon leur sexe. Par conséquent, ils s'opposent tous les 3 à l'idéologie du genre, ou encore l'idéologie queer. Ils sont donc ce qu'on appelle des gender critical, ou des critiques du genre. Où est-ce que je veux en venir avec ça? À ce Quand l'opposition à une idéologie réussit à mettre un conservateur catholique antiféministe dans la même équipe qu'un athée militant et une féministe radicale, peut-être qu'il faut envisager que ce ne sont pas les opposants à la dite idéologie qui ont un biais. Parce que manifestement, si ces 3-là ont des biais, ils n'ont pas les mêmes biais. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que non seulement les 3 s'opposent à l'idéologie queer, mais les 3 le font en gros avec les mêmes arguments. Et contrairement à un lieu commun qu'on entend beaucoup dans les médias, les institutions, on nous enjoint de nous informer sur ce qu'on appelle la diversité sexuelle et de genre. Matt Walsh, Richard Dawkins et Julie Bindel, si on les écoute comme il faut, on se rend compte qu'ils ont largement écouté ou lu les discours sur le genre.
Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres gender critical. Il va falloir que ceux qui promeuvent la notion de genre admettent une fois pour toutes que des gens qui les ont écoutés attentivement et qui persistent à ne pas endosser leurs idées, ça existe. En ce qui me concerne, qu'est-ce qui m'a amené à être une gender critical? Écoutez, le principal facteur qui me fait critiquer l'idéologie du genre, ce sont les discours qui la promeuvent. Mon parcours a commencé il y a un peu plus d'une décennie. J'ai suivi un cours de sociologie à l'Université de Montréal qui avait pour titre Rapport de genre et sexualité, qui était donné par Gabriel Richard. Et j'arrivais avec un a priori favorable au cours. À ce moment-là, j'étais sans réserve féministe et pro-mouvement LGBT. Et pourtant, le contenu de ce cours-là, ça a été le premier facteur qui m'a incité à prendre une certaine distance avec le mouvement LGBT. Puis j'expliquerai dans un moment pourquoi finalement aujourd'hui, je considère que je suis vraiment en opposition avec ce mouvement-là. Mais donc, dans le cours Rapport de genre et sexualité, il y avait un volet sur les théories queer. C'était comme ça que c'était appelé dans le cadre du cours. Les théories queer qui disaient que la société impose des étiquettes aux individus, des étiquettes comme hommes et femmes, masculin et féminin, hétérosexuel et homosexuel, et que le queer, la personne qui est queer, c'est celle qui rejette les étiquettes imposées par la société. Dès que j'ai entendu ça, ma première réflexion, ça a été, mais ce qu'ils appellent coller des étiquettes, c'est tout simplement le langage. Oui, on met des étiquettes, si vous voulez, enfin, on établit des concepts qu'on applique à la réalité pour la rendre intelligible. C'est ça le principe du langage. C'est le principal mode de communication de l'être humain. Alors, si on veut arrêter de coller des étiquettes aux humains, il va falloir arrêter de parler des humains. Vous remarquerez que juste se dire humain, c'est déjà se coller une étiquette. Et se dire queer, ironiquement, c'est aussi se coller une étiquette. Et par la suite, j'ai continué de lire et d'écouter des discours queer, des discours pro. Bon, là, j'ai mis LGBTQIA2S+, peut-être qu'il manque des lettres. Il y a tellement de lettres et de symboles qui s'ajoutent constamment. Il y en a qui ont eu le temps de s'ajouter entre le moment où j'ai commencé ma conférence et maintenant. Alors, écoutez, s'il manque des lettres, ajoutez-les vous-même. Bref, ce mouvement-là, j'ai continué d'en suivre les publications. J'ai continué de lire des livres, d'écouter des féministes intersectionnelles. Et plus j'écoutais les discours queer ou pro-genre, plus mes premières réserves se sont confirmées. Mais par ailleurs, j'ai aussi écouté une variété de critiques du genre ou gender critical. J'ai écouté des féministes radicales, j'ai écouté des conservateurs, j'ai écouté des femmes athlètes, des sportives qui se plaignaient de la présence de personnes de sexe masculin dans leurs compétitions sportives. J'ai écouté des personnes gender critical de toutes sortes d'horizons. Bref, des personnes s'opposant à l'idée qu'on soit un homme ou une femme indépendamment de son sexe. Et je remarquais que le discours des critiques du genre, quel que soit leur vécu, leur parcours, leur discours est presque systématiquement plus cohérent et mieux étayé que celui des pro-genres. Et l'attitude est très différente aussi. Les gender critical, leur attitude, c'est de vouloir se faire entendre, d'écouter leurs opposants, leurs contradicteurs, pour leur répondre s'il y a lieu. Alors que par contraste, je remarquais l'attitude moralisatrice et intolérante chez les militants de l'idéologie queer.
Ils veulent faire taire leurs opposants, leur enlever leur tribune. S'il faut, ils vont chahuter pour empêcher des conférences d'avoir lieu. Ils sont constamment dans l'injonction. Ils cherchent à exclure socialement les personnes qui osent les contredire. Ils font de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Bref, la différence, moi, je l'ai toujours vue très nette. Il y a les gender critical qui veulent se faire entendre et discuter versus les militants de l'idéologie du genre qui veulent être les seuls à pouvoir parler et qui enjoignent les autres à les écouter et leur obéir. La prétention des promoteurs de la notion de genre, des tenants de la théorie queer, c'est qu'ils critiquent les normes en place et qu'ils veulent éliminer les normes contraignantes ou du moins les rendre moins contraignantes de façon à faire cesser l'oppression de ceux qui ne se reconnaissent pas dans les normes, de façon à établir une plus grande liberté. Donc, ils disent défendre la liberté individuelle. Mais ce n'est pas ce qu'ils font en réalité. Ce qu'ils font réellement, c'est plutôt exiger qu'on remplace les normes qui étaient en place pour les remplacer par des nouvelles normes qu'eux ont décrétées et qui sont au moins aussi contraignantes que les normes traditionnelles, sinon encore plus. Et le tout, sans se soucier de savoir si les autres sont d'accord avec les changements de normes qu'ils proposent, ni de savoir si les normes qui étaient en place avaient été établies pour des bonnes raisons. Un exemple de ce que je dis, de l'objection que je leur fais, leurs injonctions sur le langage. Les promoteurs de la notion de genre, ils veulent imposer un nouveau vocabulaire. Vous remarquerez que si vous consultez des documents soi-disant informatifs sur la diversité sexuelle et de genre, il y a toujours un lexique. On détourne le sens, enfin, on change le sens de mots qui existaient déjà, notamment les mots hommes et femmes. On établit des néologismes et des nouvelles règles de grammaire en ce qui concerne les accords en genre grammatical. Le genre grammatical, ça existe. Vous allez voir que je dis que genre est un faux concept, que ça ne veut rien dire de précis. Bien sûr que le genre grammatical, ça existe. Mais ce n'est pas la même chose que la notion de genre qu'on veut mettre de l'avant dans l'idéologie queer. Et j'ai noté aussi que, en fait, les promoteurs de la notion de genre sont très forts sur l'inversion accusatoire. Quand on refuse de modifier son langage en fonction des néologismes, des nouvelles définitions et des nouveaux accords qu'eux prescrivent, ils nous reprochent d'imposer notre propre langage. Alors, par exemple, moi, j'utilise les mots hommes et femmes dans leur sens normal, leur sens traditionnel. Un homme, c'est un humain de sexe masculin. Une femme, c'est un humain de sexe féminin. Combien de fois je me suis fait dire que j'impose mes propres définitions? Ce ne sont pas mes propres définitions. Ce sont les définitions normales qui existaient avant ma naissance. Alors, bref, les mots hommes et femmes, leur traduction anglaise, male et female, garçon et fille, monsieur et madame, tous ces mots-là ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe et ça doit rester comme ça. Pourquoi? Parce que les humains se donnent des mots pour référer à ce qui est important pour eux. Il se trouve que les humains accordent de l'importance au sexe. C'est pour ça qu'on a des mots pour distinguer les humains selon leur sexe. Les promoteurs de la notion de genre n'ont pas la légitimité de décider au nom de tout le monde que désormais le sexe est secondaire par rapport à ce qu'ils appellent le genre. Déjà, il faudrait savoir ce qu'ils appellent le genre parce que ce n'est pas clair du tout.
Mais même si genre était un vrai concept, on n'aurait pas à accepter que des mots qui ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe changent de sens alors que leur sens traditionnel est encore pertinent. Alors, ici, vous voyez à gauche de l'écran Blair White. Blair White, c'est une YouTubeuse états-unienne, plutôt conservatrice. C'est une transsexuelle, donc une personne de sexe masculin. Comme vous voyez, elle a modifié son corps de façon à ressembler autant que possible à une femme. Et à droite de l'écran, vous voyez votre conférencière, c'est-à-dire une femme. Ça, c'est les termes traditionnels. Blair White est une transsexuelle, moi, je suis une femme. J'entends d'ici les gens qui voudraient me corriger et qui prendraient tout de suite pour acquis que je ne suis pas informée du fait qu'on n'utilise plus transsexuel. On ne devrait plus utiliser ce mot-là, paraît-il. Si on prend le vocabulaire de l'idéologie queer, Blair White est une femme trans, alors que votre conférencière, c'est-à-dire moi, est une femme cis. Ce n'est pas parce que je ne la connais pas, cette terminologie-là. Je choisis de ne pas l'utiliser. J'ai des raisons de ne pas l'utiliser. C'est un choix terminologique réfléchi. Moi, j'ai atteint ce qu'on appelle mon peak trance dès la première fois que j'ai eu affaire à quelqu'un qui disait que c'est de la transphobie de faire la différence entre une transsexuelle et une femme. Alors, j'imagine que ça vaut la peine d'expliquer à tout le monde ce que veut dire atteindre son peak trance. Vous savez, moi, a priori, j'étais sympathique à la cause des personnes trans et je le suis encore. Si des personnes étaient discriminées parce qu'elles sont trans, si on refusait un emploi ou un logement à quelqu'un parce que c'est une personne trans, je défendrais cette personne-là. On n'a pas le droit de discriminer quelqu'un parce qu'il est trans. Atteindre son peak trans, quand quelqu'un de sympathique à la cause des personnes trans a fini par prendre une certaine distance avec la cause en raison de certaines exagérations, on dit qu'il atteint son peak trans. Alors, admettons quelqu'un qui dirait, ben, j'ai toujours été pour les droits des personnes trans, mais quand j'ai vu qu'au nom des droits des personnes trans, on exigeait que des personnes de sexe masculin puissent participer au sport féminin, là, j'ai atteint mon peak trance. Parce que là, ça va trop loin. Il faut qu'on comprenne que les différences entre les sexes font en sorte que c'est nécessaire d'avoir des équipes sportives pour femmes seulement, pour des raisons d'équité et de sécurité. Alors moi, mon peak trance, je l'ai atteint très vite parce que dès qu'on a commencé à dire que c'est en soi transphobe de faire la différence entre une personne comme Blair White et moi, j'ai dit, mais évidemment qu'il y a une différence. Nier la réalité, ça va trop loin. Alors, on a décrété que maintenant, il faut éviter le mot transsexuel et utiliser plutôt transgenre. Mais écoutez, le point principal que je vais défendre ce soir, c'est que genre, ça ne veut rien dire. Alors, si genre ne veut rien dire, transgenre et cisgenre ne veulent rien dire non plus. Et je vais expliquer aussi pourquoi le faux concept de genre, non seulement ça vient jeter la confusion sur la différence entre les sexes, sur la différence entre un homme et une femme, entre une femme et une transsexuelle comme Blair White, mais ça vient aussi brouiller la différence entre une personne qui est trans et une personne qui ne l'est pas. Mais de toute façon, même à supposer que genre soit un vrai concept, de toute façon, les mots hommes et femmes, ils servent à distinguer les humains selon leur sexe et ça reste pertinent de faire cette distinction-là. Si vous voulez distinguer les humains selon un autre critère que le sexe, faites-le avec d'autres mots.
parce que les mots hommes et femmes, ils sont déjà pris. Je vous invite à ne pas vous laisser manipuler par les arguments qui sont communément donnés pour dire que le sexe n'a pas d'importance et que c'est le genre qui importe en société. C'est assez commun d'entendre les militants pour l'idéologie du genre dire que, en fait, le sexe n'a pas d'importance dans la plupart des interactions parce qu'elle n'implique pas les organes génitaux et de toute façon, on ne les voit même pas. Et ce n'est même pas rare qu'ils vont chercher à culpabiliser leurs interlocuteurs en leur disant « Ah, vous êtes obsédés par les parties génitales des autres, vous êtes intrusifs. » Ou encore, ils vont dire que les seules interactions dans lesquelles le sexe est vraiment important, c'est quand on veut se reproduire. Bon, alors déjà, le souci de reproduction, je pense qu'on peut avancer sans grand risque de se tromper que pour toutes les sociétés humaines, le souci de reproduction a de l'importance et que par conséquent, on accorde de l'importance à la différence entre les sexes. Mais même quand on n'est pas en train de vouloir se reproduire, le dimorphisme sexuel dans l'espèce humaine ne se limite pas à avoir un pénis ou une vulve. Tout le corps est différent. Le dimorphisme sexuel dans l'espèce humaine, il s'étend à tout le corps et il y a aussi des différences psychologiques qui sont biologiquement déterminées et qui donnent lieu à des comportements différents selon le sexe. Il y a beaucoup d'interactions dans lesquelles le sexe des personnes impliquées prend de l'importance. C'est pour ça que le sexe doit pouvoir être nommé et qu'il doit pouvoir être pris en compte dans nos façons d'agir. Le souci de la vérité est une raison amplement suffisante. Quand on me demande pourquoi je ne veux pas dire que les transsexuels comme Blair White sont des femmes, parce que ce ne sont pas des femmes. On n'a pas besoin de plus de raisons que ça. Toutes les autres raisons qu'on peut invoquer, comme par exemple les problèmes que ça pose en sport ou dans les lieux d'aisance, tout découle de ça. Le souci de la vérité, c'est élémentaire. On ne devrait pas avoir à se justifier constamment de ne pas vouloir confirmer ce qui n'est pas vrai. Même dans des interactions dans lesquelles le sexe des gens n'a réellement pas d'importance, ça demeure légitime de refuser de dire qu'une personne est du sexe dont elle n'est pas. Et ceux qui veulent me dire que c'est une position intolérante, la tolérance, ça veut dire les gens agir ou penser de manière qu'on désapprouve. Ça ne veut pas dire confirmer des choses qu'on ne croit pas. Et ça ne veut pas dire confirmer des faussetés. On nous dit qu'on nie l'identité des gens. Est-ce que c'est important de reconnaître l'identité que les gens se donnent? Est-ce que c'est important, le principe de donner une reconnaissance à ce à quoi les gens s'identifient? Oui. Oui, c'est important. Mais ça ne surpasse pas le souci de la vérité. En ce qui me concerne, si on doit choisir entre valider la réalité et valider l'identité de quelqu'un, la réalité doit avoir la priorité. Pour qu'une société soit fonctionnelle, elle a besoin de la possibilité de communiquer clairement et honnêtement. Le bien-être, l'équité, les droits fondamentaux, ça repose sur le souci de la vérité et une communication claire et honnête. Être un homme ou une femme, ce n'est pas d'abord une identité, c'est d'abord une réalité. En ce qui me concerne, avoir des mots pour distinguer les humains selon leur sexe, c'est non négociable.
il semble que pour ce qui est devenu le mouvement LGBTQIA2S+, le mouvement queer, de leur point de vue, dire qu'il n'y a pas de différence entre une transsexuelle, bon, eux, ils vont dire une femme trans et une femme. Pour eux, ça, c'est une revendication élémentaire. Qu'on dise que les femmes trans sont des femmes, point. Alors, manifestement, on a un désaccord irréconciliable. C'est pour ça que je dis que j'en suis venue finalement à être opposée à ce mouvement-là, mais ça ne veut absolument pas dire que je suis contre les droits des LGBT. Je suis pour les droits de tous les humains. Mais encore une fois, les droits fondamentaux, ça implique une société fonctionnelle. Et pour qu'une société soit fonctionnelle, il faut avoir le souci de la vérité et il faut pouvoir communiquer clairement et honnêtement. Genre, ce n'est pas un concept. C'est de la bouillie conceptuelle. On n'est pas à avoir une définition vraiment claire, cohérente de ce qu'on entend par genre. J'ai choisi d'intégrer à ma présentation les définitions de genre et d'identité de genre que j'ai trouvées sur le site du gouvernement du Canada. Moi, j'ai lu tous les documents que j'ai pu censés informer sur la diversité sexuelle et de genre. Je constate que les définitions de gouvernement fédéral rejoignent les définitions qu'on retrouve dans pas mal n'importe quel document où on retrouve un lexique censé expliquer ce qu'est le genre, l'identité de genre et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le site du gouvernement fédéral? Le terme genre renvoie au rôle, au comportement, aux expressions et aux identités que la société construit pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons et personnes de divers sexes et de genre. Alors, vous remarquerez qu'il parle de hommes, femmes, filles, garçons. En dehors de ça, il y aurait divers sexes et genres, mais on n'en nomme aucun autre. Et si on va vers la définition du concept d'identité de genre, on nous dit que c'est l'expérience intérieure et personnelle que chaque personne a de son genre. Il s'agit du sentiment d'être une femme, un homme, les deux, ni l'un ni l'autre, ou d'être à un autre point dans le continuum des genres. Juste avec ça, il y a déjà on ne sait pas si le genre, c'est un ensemble de normes relatives aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire des normes qu'on imposerait de manière plus ou moins contraignante aux individus selon qu'ils sont des hommes ou des femmes, ou si le genre, c'est le fait en soi d'être un homme ou une femme. Le genre, est-ce que c'est la féminité et la masculinité? Ou si c'est être une femme ou être un homme, parce que ce sont deux choses différentes. Et j'ai trouvé intéressant d'intégrer aussi la définition du mot sexe, que j'ai aussi trouvé sur le site du gouvernement canadien. Le terme renvoie à un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les animaux. Il est lié principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques, par exemple les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones et l'anatomie du système reproducteur. On décrit généralement le sexe en termes binaires, femme ou homme, mais il existe des variations touchant les attributs biologiques définissant le sexe. Mais alors, être un homme ou une femme, est-ce que c'est une question de sexe ou de genre? Cette confusion-là, on la retrouve systématiquement ou presque dans les lexiques censés nous informer sur la diversité sexuelle et de genre. En ce qui me concerne, je pense que j'ai été claire. Être un homme ou une femme, c'est une question de sexe. Un homme, c'est un humain de sexe masculin. Une femme, c'est un humain de sexe féminin. C'est ça le sens de ces mots-là.
Pas le sens que je choisis, c'est le sens commun de ces mots-là. Il y a plusieurs autres problèmes à relever. Il y a le fait que la définition d'identité de genre est circulaire. Elle est presque toujours circulaire, la définition d'identité de genre. On dit que c'est le genre auquel la personne s'identifie. Ça revient à dire l'identité de genre, c'est l'identité de genre. On n'est pas tellement plus avancé. Et par ailleurs, le sentiment d'être une femme ou se sentir femme, ça ne veut rien dire. On ne sent pas qu'on est une femme. C'est une réalité anatomique être une femme. On ne sent pas qu'on est une femme. On sait qu'on en est une en fonction de son anatomie. Pour rendre le faux concept de genre encore plus mélangeant, on entretient la confusion avec le genre grammatical. On a toujours parlé de genre masculin et féminin en français, mais en grammaire. Vous voyez, pendant que je vous parle, j'ai un verre d'eau ici, un verre vert. Puis une tisane au canneberge ici dans une tasse blanche. Ces objets inanimés n'ont ni sexe, ni identité subjective. Richard Dawkins, que j'ai montré en début de présentation, c'est un homme, c'est aussi une personne intelligente. Je viens de parler de M. Dawkins au féminin. Son sexe et sa masculinité sont intacts. Moi, Annie-Ève, je suis un professeur strict, pas de E. Moi aussi, mon sexe demeure intact, ainsi que ma féminité. Le genre grammatical n'a pas de lien direct avec le sexe ni avec l'identité. Est-ce que genre est la traduction de l'anglais gender? Pas vraiment, en fait. On l'a pris comme ça, mais il est à noter que gender, en anglais, c'est communément utilisé comme synonyme de sexe. My gender is female. C'est une phrase parfaitement normale en anglais. Le mot gender vient du grec genesis et du latin genus, dont dérivent plusieurs autres mots en anglais et en français, des mots dont le lien avec le sexe est très clair, tels que générer, engendrer, génital. Le lien avec le sexe ne pourrait pas être plus clair que ça. Alors, le mot gender est communément utilisé comme synonyme de sexe, mais depuis que l'idéologie queer se permet de redéfinir les mots, ça touche les cultures anglophones autant que les cultures francophones, eh bien, gender est devenu un faux concept de façon analogue à genre en français. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est la même chose que le sexe? Est-ce que ce sont des normes liées au sexe? Et si oui, il faudrait voir quelle sorte de normes. J'y reviens dans un instant. Est-ce que ce sont des normes ou encore un rôle social? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est une apparence qui inclut la présentation vestimentaire? Le genre, est-ce que c'est strictement culturel ou si c'est un amalgame d'éléments culturels et d'éléments biologiques? Vous remarquerez que quand on essaie de s'instruire sur ce qu'est le genre, il est assez commun de lire ou d'entendre que la différence entre sexe et genre, ce serait que le sexe est biologique, alors que le genre est culturel, il serait une construction sociale. Mais on présente certains traits, comme par exemple, on va parler de la barbe comme de quelque chose qui relève du genre masculin ou du genre homme, ou du fait d'avoir des seins développés comme de quelque chose qui participe du genre féminin.
Mais la pilosité est plus forte chez les hommes que chez les femmes. Le fait que les seins se développent pour les femmes et ne se développent pas pour les hommes, il n'y a absolument rien de culturel là-dedans. Ce sont des différences biologiques. Alors, on ne sait pas trop si le genre est strictement culturel ou s'il est un amalgame de traits biologiques et de traits culturels. Ou sinon, est-ce que c'est tout simplement une notion grammaticale, le genre? Ça ne peut pas être tout ça à la fois. J'ai eu l'occasion de soulever la question que je viens de soulever avec des gens qui étaient censés connaître le sujet. J'ai déjà eu comme réponse, ben le genre, c'est un petit peu de tout ça, mais ça peut pas être tout ça à la fois. Premièrement, par le principe de non-contradiction, soit le genre inclut des éléments déterminés biologiquement, soit il n'en inclut pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Si on accepte que le genre, ce sont des normes sociales ou des rôles sociaux, alors le genre n'est pas un ressenti. Des normes sociales ne sont pas un ressenti. Des rôles sociaux non plus. Et on ne ressent pas des normes sociales. Les normes ou les rôles sociaux, on en prend connaissance, on peut s'y conformer ou les rejeter, mais on ne les ressent pas. On peut avoir un ressenti relatif à des normes sociales, mais le ressenti est distinct de sa cause ou de son objet. Donc, je réitère, le genre, ça ne peut pas être toutes ces choses-là à la fois. Ça ne donne pas une définition cohérente si on prétend tout amalgamer. Et si le genre, ce sont des normes, si ce sont des normes de féminité et de masculinité, de quelle sorte de normes on parle? Est-ce qu'on veut dire les codes vestimentaires? Il y a des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, ou d'autres sortes de codes. Est-ce qu'on veut dire des conventions sociales ou des normes morales? Ce n'est pas la même chose. Enfreindre une convention sociale, ça n'a pas du tout la même portée qu'enfreindre une norme morale. Est-ce qu'on parle simplement de normes statistiques? Des normes statistiques, c'est simplement factuel. On constate ce qui est le plus répandu. Ça ne présume absolument pas que ce qui est le plus répandu, c'est ce qui doit être. Est-ce que le genre, ce sont des stéréotypes de masculinité et de féminité? Et admettons que ce soit des stéréotypes, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que les discours qui promeuvent la notion de genre vont tantôt parler du genre comme des stéréotypes qu'il faudrait combattre parce que ce seraient des préjugés sexistes, mais à d'autres moments, ils vont parler de stéréotypes, des stéréotypes de genre, comme quelque chose qu'on va s'approprier, à quoi on va se conformer pour affirmer son identité de genre. Alors, le genre, finalement, des préjugés à combattre ou si c'est des éléments qu'on revendique comme faisant partie de son identité. Parce que si ce sont des préjugés, c'est négatif. Alors que si ce sont des éléments auxquels on s'identifie, ben c'est positif. Alors, ça ne peut pas être les deux à la fois. Le gros défaut de la notion de genre, c'est qu'elle amalgame vraiment tout ça. Ça jette de la confusion sur ces distinctions-là plutôt que de nous éclairer. Ici, je reprends un argument qu'on entend communément de la part des militants queer quand ils veulent faire valoir qu'en société, le sexe n'importe pas, c'est le genre qui compte. On revoit Blair White, que je vous ai déjà présenté plus tôt. Samantha Lux, c'est une autre transsexuelle. Pourquoi j'ai inclus les deux? Blair White est une youtubeuse plutôt conservatrice, alors que Samantha Lux est de gauche. Elles n'ont pas du tout la même mentalité. Ce sont deux personnes trans. Être trans, c'est une caractéristique.
Ce n'est absolument pas un contrat d'adhésion à une orientation idéologique en particulier. Alors, les militants queer vont prendre des exemples comme ça de personnes trans qui ont terminé leur transition avec Blair White ou Samantha Lux, par exemple, ils diraient, mais si vous les regardez, vous voyez des femmes. Ces deux personnes ont une présentation féminine comme la mienne. Bon, si on se fie à cet argument-là, le genre, ce serait une apparence qui inclut la présentation vestimentaire. Finalement, ce qui fait que Blair White, Samantha Lux et moi-même sommes des femmes, ce serait notre conformité à certaines normes de féminité. Les cheveux longs, beaucoup de maquillage. Et comme ces deux personnes, moi aussi, j'aime bien me faire prendre en photo pour montrer ma présentation féminine. Mais si c'est ça qui fait de nous des femmes, alors Julie Bindel n'est pas une femme. Bien entendu, les promoteurs de la notion de genre ne veulent pas admettre cette implication-là, mais c'est une implication logique de leur argument. Et on retrouve le même problème avec les autres types de normes supposément incluses dans l'espèce de movie conceptuel qu'on appelle genre. Si c'est une question de rôle social, bon, traditionnellement, les rôles dans la famille étaient différents selon le sexe. Les hommes tondent le gazon, les femmes font la vaisselle. Est-ce qu'il faut en conclure que quiconque fait la vaisselle est une femme? Dans les ménages où la même personne qui fait la vaisselle a aussi l'habitude de tondre le gazon, est-ce que ça veut dire que la personne est tantôt une femme, tantôt un homme? Que dire des féministes qui ont toujours remis en question les normes imposées aux personnes en fonction de leur sexe et qui ont refusé de se conformer aux normes associées au sexe féminin? Est-ce qu'il faut en conclure que les féministes ne sont pas des femmes? Les promoteurs de la notion de genre, quand on les confronte à ces implications-là de leur thèse à l'effet qu'être un homme ou une femme est une question de genre, ben, ils ont recours à l'inversion accusatoire. Ils vont dire que c'est nous qui avons une conception rigide de la féminité, de la masculinité. Mais moi, dans ce que je viens de dire, je n'ai fait que reprendre des critères que des promoteurs de la notion de genre avaient eux-mêmes mis de l'avant. Mais ils vont quand même dire, quand ils sont confrontés à ce problème-là, là, ils vont dire que l'identité de quelqu'un comme homme ou comme femme n'est pas tributaire de son rapport aux normes sociales de masculinité et de féminité, même s'ils ont précédemment affirmé le contraire. Et alors, ils vont dire que le genre d'une personne, c'est celui qu'elle dit être le sien. Donc, si quelqu'un dit être une femme, c'est une femme. Si quelqu'un s'identifie comme un homme, c'est un homme. Et si quelqu'un s'identifie comme ni l'un ni l'autre, alors c'est une personne non binaire. Donc, le genre, ce serait ce que la personne dit ou croit être. Et ça pose trois problèmes. Premièrement, ce qu'une personne dit ou croit être, c'est pas intéressant comme information. Quand on veut identifier quelqu'un, quand on veut savoir à qui on a affaire, on veut savoir à qui on a réellement affaire. On ne veut pas savoir ce que la personne dit ou croit être indépendamment de la réalité. Deuxièmement, assimiler le fait de dire qu'on est quelque chose ou de croire sincèrement qu'on est quelque chose à l'être effectivement, ça revient à ignorer qu'un humain peut se tromper et un humain peut mentir, y compris quand il parle de lui-même. On ne peut pas faire une équivalence entre dire ou croire qu'on est quelque chose et l'être effectivement. Et troisième problème, les transsexuels qui nomment ouvertement leur sexe réel. Alors, à nouveau, on peut voir Blair White. Elle le dit
ouvertement dans ses vidéos sur YouTube qu'elle n'est pas une femme. Elle reconnaît qu'elle est un homme. Et à droite de l'écran, vous pouvez voir Marcus Dibb, qui est aussi un YouTuber états-unien, aussi plutôt conservateur. Marcus Dibb est une personne de sexe féminin qui a modifié son apparence au moyen de chirurgie et d'hormones de façon à ressembler autant que possible à un homme. Il le dit ouvertement qu'il demeure biologiquement une femme. Alors, de dire que le genre d'une personne, c'est celui qu'elle dit être le sien, pour des promoteurs de l'idéologie queer, selon qui Blair White est une femme et Marcus Dibb est un homme, là, ils butent sur quelque chose parce qu'ils ont affaire à des personnes trans qui les contredisent. Maintenant, si on veut dire que c'est important de faire la différence entre le sexe et les normes culturelles de féminité et de masculinité, si on dit que c'est important de pouvoir rendre compte du fait qu'il y a des personnes atypiques pour leur sexe, des personnes qui sont mal à l'aise avec leur sexe, écoutez, on avait déjà tout le vocabulaire qu'il fallait pour parler de tout ça. On avait des mots pour distinguer les humains selon leur sexe, hommes et femmes, garçons et filles et d'autres. On qualifie de masculin ce qui est statistiquement plus présent chez les hommes que chez les femmes, et de féminin ce qui est statistiquement plus présent chez les femmes que chez les hommes. Et ça fait longtemps qu'on sait qu'un homme peut avoir des traits féminins et une femme avoir des traits masculins. Et on avait des mots plus spécifiques pour parler des différentes façons dont quelqu'un peut se conformer aux normes de masculinité et de féminité, des différentes façons dont quelqu'un peut s'approprier ces normes-là, ou au contraire, les enfreindre ou les rejeter. Et on pouvait parfaitement discuter de la question de savoir si les normes de masculinité et de féminité sont déterminées culturellement, biologiquement ou les deux. On va y aller avec une catégorisation avec le langage traditionnel. Voici une femme, c'est-à-dire moi, votre conférencière est une femme. Blair White est une transsexuelle. Samantha Lux est une autre transsexuelle. Est-ce que les transsexuels sont des femmes? Certains vont dire qu'il faut demander le point de vue des personnes trans. Et bien sûr, ils ajoutent que puisque les personnes trans, comme Samantha Lux, disent qu'elles sont des femmes, alors il faut respecter leur identification et confirmer que ce sont des femmes. Mais Blair White est aussi une transsexuelle et elle dit qu'elle n'est pas une femme. Alors, si le critère, c'est d'écouter ce que disent les personnes trans, là, on a un problème parce qu'elles ne disent pas toutes la même chose. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que mon critère, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une différence entre une transsexuelle et une femme. Et j'en profite pour revenir là-dessus. Moi, je ne suis pas en opposition avec les personnes trans parce qu'elles sont trans. Je m'oppose à un ensemble d'idées que Blair White ne partage pas, mais que Samantha Lux partage. Je suis sur le plan des idées et ces deux personnes sont des humains avec une dignité égale à celle de n'importe quel autre être humain. Elles ont les mêmes droits que tout le monde. Ça, c'est aucunement remis en question. Donc, femme, transsexuelle, une drag queen. Une drag queen, c'est un homme qui va se donner des attributs, une apparence féminine, mais caricaturale, dans un contexte de performance. Donc, une drag queen, c'est pas un homme qui s'habille en femme dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, c'est un art, la drague. C'est donc un homme qui caricature la féminité dans un contexte artistique, un contexte immense.
Jeffree Star, que vous voyez ici, c'est tout simplement un homme qui aime les accessoires féminins. Jeffree Star n'est pas une personne trans, ni une drag queen. C'est tout simplement un homme qui aime le maquillage, les faux ongles, les vêtements et accessoires féminins. Simone Monet-Chartrand, une féministe et aussi une femme. À propos des deux dernières personnes que j'ai montrées, avec le discours autour du faux concept de genre, on dit qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans le genre associé à son sexe. Quand on parlait clairement de transsexuel, que c'était ça le terme usuel, c'était très clair. Une personne trans, c'est quelqu'un qui a en quelque sorte changé de sexe. On sait qu'un humain ne peut pas littéralement changer de sexe, mais on savait qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui a modifié son apparence de façon à ressembler autant que possible à une personne de l'autre sexe. Là, si on dit qu'une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans les normes associées à son sexe, mais comment est-ce qu'on fait la différence entre une personne trans et une personne comme Jeffree Star ou une personne comme Simone Monet-Chartrand? Voyez la différence entre Jeffree Star que vous voyez ici et Blair White? Elle est très simple, elle est claire. Le fait est que Blair White a fait une transition, elle a modifié son apparence, elle a modifié son corps au moyen de chirurgie et d'hormones de façon à ressembler autant que possible à une femme. Jeffree Star, il n'a pas fait ça. Il n'est pas trans. La différence est claire. Et vous remarquerez que ça transcende les opinions personnelles qu'on peut avoir sur le fait de faire une transition. Blair White a fait une transition. Samantha Lux a fait une transition. Ça, c'est une réalité. Jeffree Star n'en a pas fait. Là, on est vraiment dans la réalité objective. Simone Monet-Chartrand était féministe. Elle n'était pas une femme qui voulait devenir un homme. Elle était une femme qui voulait enlever les normes contraignantes qu'on imposait aux femmes à cause de leur sexe. C'est deux choses différentes. Mais là, maintenant que le concept de genre est venu tout brouiller, aussi bien quelqu'un comme Jeffree Star qu'une féministe comme Simone Monet-Chartrand ou une personne trans comme Blair White, dans tous les cas, on les décrit comme des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre associé à leur sexe. Vous voyez quand je dis que ça crée plus de confusion au lieu d'en enlever. Et pour continuer justement avec toute cette confusion que le faux concept de genre a créé, ces personnes-là que je vous ai montrées depuis que j'ai commencé ma présentation, comment est-ce qu'on peut les catégoriser avec le système de genre? Probablement que quelqu'un qui endosse le concept de genre dirait que Blair White, Samantha Lux, Simone Monet-Chartrand, Julie Bindel et moi-même sommes des femmes, alors que Matt Walsh, Richard Dawkins, Cam Rogge, Marcus Dibb et Jeffree Star ne sont pas des femmes. Mais quelle est la logique derrière cette catégorisation-là? Si on prend le genre femme, qu'est-ce qui caractérise Blair White, Samantha Lux, Simone Monet-Chartrand, Julie Bindel et moi-même, mais ne caractérise pas Jeffree Star ni Marcus Dibb? Et sans oublier les personnes s'identifiant comme non-binaires. Voici Marie-Philippe Drouin ou encore Philly Drouin, c'est une personne militante s'identifiant comme non-binaire. Plus tôt, j'ai parlé de Richard Dawkins au féminin en disant que c'est une personne intelligente. Veuillez noter que je désigne aussi Philly Drouin comme une personne et je vais donc
accordé au féminin avec le genre grammatical du mot personne, exactement comme je l'ai fait avec M. Dawkins plus tôt. Alors, Philly Drouin, c'est une personne militante qui a écrit un livre ayant pour titre Des mots pour exister. J'ai lu son livre. La personne part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour être reconnus socialement. Une prémisse que j'endosse, mais justement, c'est pour ça qu'on veut garder des mots qui permettent de nommer la réalité du sexe. Et pourtant, cette personne, Philly Drouin, modifie le sens des mots hommes et femmes et j'ai eu l'occasion de lui demander directement si on pouvait continuer de nommer le sexe des gens librement. Apparemment, ça pose problème pour ceux qui militent pour la reconnaissance du genre, qu'on puisse dire ouvertement de quel sexe sont les gens. Mais si on part de la prémisse que les humains ont besoin d'avoir des mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir être reconnus socialement, il me semble qu'on devrait admettre que c'est légitime de vouloir des mots pour nommer la réalité du sexe. L'immense majorité des humains accordent de l'importance à cette réalité-là. Mais bon, passons. Donc, si on résume, selon l'idéologie queer, ce sont des femmes. Ce ne sont pas des femmes. Des femmes, pas des femmes. Mais quelle est la logique derrière cette catégorisation-là? C'est une question parfaitement légitime de vouloir comprendre. Premièrement, quelle est cette caractéristique? Quel est ce genre qui est partagé par Blair White, Samantha Lux, Julie Bindel et moi, mais ne caractérise pas Jeffree Star ni Philly Drouin? Et deuxièmement, ce genre est censé être assez important pour servir de fondement à une catégorie qui fait office de référence commune dans l'identification et dans les interactions sociales. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La réponse qu'on va avoir habituellement, c'est la suivante. C'est que Blair White, Samantha Lux, Julie Bindel et moi sommes des femmes parce que nous nous identifions comme des femmes. Alors que Jeffree Star, Philly Drouin, Marcus Dibb ne s'identifient pas comme des femmes. C'est ce qui fait que ce ne sont pas des femmes. Alors là, on revient à des problèmes que j'ai déjà mentionnés. Premièrement, s'identifier comme quelque chose ne peut pas être équivalent à l'être effectivement. Et en plus, si le critère pour être une femme, c'est de dire qu'on en est une, ah ben là, on en perd une, parce que Blair White, elle dit elle-même qu'elle n'est pas une femme. Et Marcus Dibb, lui, il reconnaît qu'il en est une. Bon, j'ai décliné une série de sens différents que prend le mot genre. En ce qui me concerne, il faut en conclure que genre est un faux concept. Certains me répondraient que les problèmes que j'ai relevés ne prouvent pas que genre est un faux concept, mais plutôt qu'il s'agit d'un terme polysémique qui va prendre des sens différents selon les disciplines. Donc, en psychologie, le genre serait un ressenti. Là, j'ai mis l'expression identité vécue entre guillemets. Je vous dirais que je trouve ça assez étrange, la notion d'identité vécue. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant la période de questions tout à l'heure ou dans un autre contexte. Mais donc, en psychologie, le genre serait un ressenti, alors qu'en sociologie, ce serait un ensemble de normes sociales. Et dans d'autres disciplines, ça pourrait prendre encore d'autres sens. Cet argument-là ne me convainc pas non plus. On pourrait toujours leur accorder que c'est un argument recevable si le concept de genre
restait dans les travaux universitaires, dans la recherche et dans d'autres échanges intellectuels de haut niveau. Remarquez que même là, moi, je persiste à dire que c'est beaucoup plus clair si on parle d'hommes et de femmes en fonction, puis qu'on parle de différence entre les sexes, de personnes atypiques pour leur sexe, de rôles sociaux de sexe, de normes de féminité, de normes de masculinité. Bref, je ne vois pas du tout en quoi amalgamer toutes ces choses-là sous un terme unique rend quoi que ce soit plus clair. Il me semble qu'au contraire, ça crée de la confusion là où il n'y en avait pas. Mais de toute façon, de dire que c'est un terme polysémique qui change de sens selon les disciplines n'est pas un argument valable pour la bonne raison que ceux qui promeuvent la notion de genre ne veulent pas garder ce concept-là dans les universités et la recherche. Ils revendiquent que ça devienne une référence commune dans le langage et dans les interactions. Il faudrait non seulement que tous les adultes utilisent le concept de genre dans leur vie quotidienne, mais il faudrait aussi qu'on inculque le concept de genre aux enfants. Alors, dans la mesure où c'est ce qu'ils revendiquent, ils doivent, ceux qui promeuvent la notion de genre, ils doivent être en mesure de donner une définition cohérente et fonctionnelle du concept de genre, qui permette de facilement se figurer de quel genre sont les personnes à qui on a affaire, et ils doivent prouver qu'il y a des bonnes raisons de tenir compte du genre de quelqu'un quand on interagit avec lui. Et comprenez bien ce que ça implique. Ils ne veulent pas simplement qu'on tienne compte du genre dans notre vie quotidienne. Ils veulent remplacer la catégorisation traditionnellement établie en fonction du sexe par une catégorisation en fonction du genre. Ça veut dire que dans tous les contextes où la différence entre les sexes est traditionnellement prise en compte, ils doivent démontrer la pertinence du genre. Ce qui veut dire qu'ils doivent démontrer la pertinence du genre, notamment en sport, en santé, dans les lieux d'aisance et dans les relations amoureuses et sexuelles. Les raisons de tenir compte du sexe des gens dans ces 4 contextes-là, elles ont été amplement explicitées. Dans le sport, la différence entre les sexes, il y a une nette différence entre les sexes aux capacités physiques impliquées dans les activités sportives. En ce qui concerne le domaine de la santé, selon le sexe qu'on a, les maladies que l'on peut avoir et les bonnes façons de les guérir ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne les lieux d'aisance, on peut penser à la pudeur généralisée face aux personnes de l'autre sexe et aux soucis de sécurité pour les femmes. Et en ce qui concerne les relations amoureuses et sexuelles, la majorité des gens sont attirés par un seul des deux sexes. Alors, quelle pertinence est-ce que le genre peut avoir en sport? Si on prend les différentes définitions du genre qu'on a déclinées, on voit très mal quelle pertinence pourrait avoir une ligue pour des gens qui portent des jupes et une autre ligue pour les gens qui portent des culottes. Ça n'aurait aucun sens. Imaginez-vous quelqu'un qui veut s'inscrire à des activités sportives. Alors, la personne qui remplit son formulaire lui dit, bon, alors pour que je sache dans quelle ligue vous inscrire, à la maison, est-ce que vous êtes la personne qui fait la vaisselle ou la personne qui tond le gazon? Dans quel domaine est-ce que vous travaillez? Parce que ceux qui travaillent en menuiserie, on les place dans les équipes masculines. Ceux qui travaillent en CPE à la préscolaire, on les place dans l'équipe féminine. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Des équipes sportives basées sur ce type de normes. Et si le genre est un ressenti, évidemment que le ressenti n'a rien à voir avec le sport.
Comme dirait April Hutchinson, ce sont les corps qui font compétition, pas les identités. Alors, manifestement, peu importe le sens du mot genre que l'on prend, il n'y a aucune pertinence à ça en sport. Est-ce que le genre a une pertinence en santé? Encore une fois, les différences entre les sexes, ça a de l'importance dans les soins de santé. Une personne transsexuelle, son sexe doit quand même être pris en compte par le milieu médical. Blair White pourrait avoir, je ne lui souhaite pas évidemment, mais Blair White pourrait avoir le cancer de la prostate. Moi, c'est impossible que j'ai ça. Alors, par ailleurs, les effets de la transition doivent certainement être pris en compte par le personnel médical qui soigne une personne trans. Mais à moins que la définition du mot genre, ce soit les effets de la transition d'une personne transsexuelle, à ce moment-là, ce serait encore un nouveau sens et ça impliquerait qu'il n'y a que les personnes trans qui ont un genre, mais bref. À moins que genre, ça veuille dire les effets de la transition et que je sache, il n'y a jamais personne qui a dit que c'était ça que ça voulait dire, ben alors le genre n'a aucune importance en milieu médical. Le sexe en a une, par contre. Dans les lieux d'aisance, on a séparé par sexe en raison de différences entre les sexes et cette séparation-là, elle est justifiée. Est-ce qu'il faut faire des nuances? Bien sûr qu'il faut faire des nuances. Je vais vous remontrer Blair White pour illustrer. Bon, la voici, vous pouvez la voir à gauche de l'écran. On comprend très bien que Blair White pourrait être en danger si on lui imposait d'utiliser des vestiaires ou des toilettes pour hommes. Alors qu'on ait le devoir d'accommoder les personnes trans de façon à ce qu'elles puissent utiliser des lieux d'aisance tout en étant à l'aise et en sécurité, je ne le contredis pas. Bien sûr qu'il faut faire en sorte d'inclure les personnes trans à la société. Mais ça ne veut absolument pas dire que la solution adéquate, c'est d'établir que chacun peut aller dans les lieux d'aisance qu'il voudra sans égard à la séparation par sexe. Parce que cette séparation-là, elle existe pour des bonnes raisons. Maintenant, dans les relations amoureuses et sexuelles, certains disent que le genre, c'est l'apparence incluant la présentation vestimentaire. Bien sûr que ça a une certaine importance dans les relations amoureuses et sexuelles. La même chose pour les autres normes de féminité et de masculinité, en fait. La façon dont une personne se présente et dont une personne agit, ça joue un rôle dans l'attirance qu'on peut éprouver pour elle. Il n'en demeure pas moins que le sexe a au moins autant d'importance que ça, sinon encore plus. Et à ce sujet-là, les injonctions qu'on peut imposer à tout le monde sur le langage, sur la manière dont on parle, dont on s'identifie, je disais que les militants pour la notion de genre imposent une redéfinition des mots. Non seulement ils redéfinissent les mots hommes et femmes, mais maintenant, être hétérosexuel, ce ne serait plus être attiré par l'autre sexe, ce serait être attiré par un autre genre. Et on a droit à une redéfinition analogue du concept d'homosexualité. Maintenant, ce ne serait plus être attiré par le même sexe, mais être attiré par le même genre que soi. On a vu le mot lesbienne être redéfini. Ce ne serait plus des femmes attirées par d'autres femmes, mais des non-hommes attirés par d'autres non-hommes. Et il faudrait que les personnes qui sont aux femmes, étant donné que les femmes trans, c'est-à-dire les personnes comme Blair White et Samantha Lux, on doit les reconnaître comme des femmes, faute de quoi on serait transphobe.
eh bien, il faudrait que toutes les personnes qui sont aux femmes, les hommes hétérosexuels, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, soient attirées par des personnes comme Blair White et Sam. Sinon, c'est de la transphobie. Un homme qui serait en couple avec une personne de sexe féminin, mais dont la partenaire se dit non-binaire, n'aurait pas le droit de se dire lui-même hétérosexuel parce que ce faisant, il nierait l'identité de genre de sa partenaire. Vous voyez qu'ils ont parfaitement conscience, ceux qui promeuvent la notion de genre, que les mots que les uns utilisent pour se décrire ont des implications logiques pour les caractéristiques et l'identité des autres. Et justement, je vais conclure avec ça. Le discours sur le genre, il nous est présenté comme affectant seulement l'identité et la vie des personnes trans et non-binaires. Et ce serait pour ça que tous les autres, nous devrions simplement accepter ce discours-là sans le remettre en question, parce que nous ne serions pas concernés, supposément. Le comité des sages sur les questions liées à l'identité de genre, combien de politiciens, d'intellectuels et de militants ont dit que ça aurait dû être des personnes trans et non-binaires qui siégeaient sur le comité parce que ce seraient les personnes trans et non-binaires qui sont concernées. Mais pourtant, est-ce que leur prémisse de base, ce n'est pas que tout le monde a une identité de genre? Et de fait, en réalité, le discours sur le genre, il a des implications pour l'identité de tout le monde et pour des interactions qui peuvent impliquer n'importe qui. Par conséquent, tout le monde est concerné, tout le monde doit pouvoir en parler clairement, honnêtement et librement.